Cher Président, cher Premier ministre, chers commissaires, chers membres de la Présidence, cher Jacques Santer, cher Président Busuttil, cher Président émérite Fenesh Adami, cher Premier ministre Ghonsi, cher Secrétaire général Tech, cher Président des groupes PPE, cher Président des associations membres, chers ministres, cher Manfred, chers membres du Parlement, chers délégués, chers invités, mesdames et messieurs, abitai, nichten ringrazie l'il Simon Busuttil, il abitana tal partite nationita tal la buona for Malta. Tu vois, je suis là 24 heures, je parle déjà ta langue. C'est un plaisir d'être ici, dans cette île, à l'histoire si riche et façonnée par tant de différentes cultures. Carrefour commercial, terrain de rencontres et souvent de conflits entre religion et civilisation, mais aussi terre d'accueil pour les Juifs chassés d'Europe au Moyen Âge, par exemple. Malte est la démonstration que la diversité, c'est la plus grande richesse de notre continent. Certes, ce n'est pas l'image que l'on retient lorsqu'on lit de Malte dans les journaux ces derniers temps avec toutes ces affaires de corruption. Mais pour le moment, réjouissons-nous d'être ici, ensemble, en famille, avec nos trois pater familias, les présidents de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, du Parlement européen Antonio Tajani et le président du Conseil, notre ami Donald Tusk. C'est un grand honneur de compter à nouveau parmi nous les présidents des trois principales institutions européennes. Mesdames et messieurs, il y a 4 jours, certains d'entre vous étaient en Italie célébrer les 60 ans du traité de Rome. Et c'est à la fois l'occasion de rappeler les grandes réussites du passé, mais aussi de réfléchir à comment relancer le projet européen. Car nous ne pouvons pas le nier, ce projet si unique ne passionne plus comme avant. Les citoyens européens ne sont plus amoureux de leur Europe. Or, pour redonner vie à un mariage qui bat de l'aile, il n'y a rien de mieux que de se remémorer des bons moments passés ensemble et de tout ce que l'autre nous apporte et que l'on tient parfois pour acquis. Il en va de même pour l'Union européenne. Les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui ne doivent pas nous faire oublier tout ce que l'Europe nous a donné et continue à nous donner. La paix, la stabilité, la prospérité, bien sûr, mais aussi une même monnaie, pas de roaming, pas d'entrave pour étudier ou travailler à l'étranger, des avantages qu'à force d'avoir sous les yeux tous les jours, nous ne les voyons plus. Mais nous ne devons pas pour autant nous reposer sur les lauriers. Ne soyons pas comme les populistes qui alimentent de peur des citoyens et s'en nourrissent, mais ne soyons pas non plus comme les socialistes qui méprisent les craintes légitimes de nos concitoyens. Nous devons au contraire être à l'écoute des Européens et leur donner des réponses justes, mais réalistes, et surtout des réponses européennes, car aujourd'hui comme hier, c'est l'Europe qui sécurise notre futur. L'Europe nous a permis de surmonter les rancunes séculaires qui nous opposaient, de renaître des cendres des 2 guerres mondiales, de reconstruire un continent ravagé, d'asseoir notre place dans le monde. Mais ce sera encore l'Europe qui nous permettra de battre le terrorisme, de faire face à la crise des migrants et des réfugiés, de renouer avec la croissance, de nous battre à armes égales avec nos compétiteurs internationaux et surtout d'assurer la paix et la stabilité dans notre voisinage. Mais seulement en donnant des réponses concrètes, nos citoyens, sur ces questions, il faut les rassurer et nous devons nous battre contre le populisme. Prenez exemple sur notre ami Andrej Plenković, notre plus récent Premier ministre, qui a gagné avec une campagne pro-européenne, pleine de vérité et sans céder à la facile tentation du populisme. Chers amis,
En chinois, le mot « crise » est décrit par deux idéogrammes signifiant danger et opportunité. Bien sûr, toute crise implique un danger dont nous devons protéger nos concitoyens, mais elle implique aussi une opportunité et nous ne devons pas, tétanisés par la peur, la laisser nous échapper. Or, de nos jours, nous ne manquons certes pas de crise. Évidemment, la première qui nous vient à l'esprit, alors que Theresa May vient de déclencher la procédure de l'article 50, c'est le Brexit. Les supporters du Brexit ont mené une campagne de mensonges éhontés en promettant le beurre et l'argent du beurre. Or, il est très clair que le type de Brexit qui se profile n'est pas du tout celui qui a été décrit aux citoyens britanniques. Mais ça, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Notre seul souci, c'est de protéger les intérêts des citoyens de cette nouvelle Europe à 27. Ce sont eux notre priorité. Nous ne voulons pas punir le Royaume-Uni, mais certainement pas lui faire de cadeaux non plus. Pour cela, nous devons tous soutenir notre négociateur en chef, Michel Barnier, dans ces difficiles négociations pour que l'accord de retrait du Royaume-Uni portant sur les droits des citoyens, les obligations financières et frontières irlandaises soit négocié avant l'accord de partenariat sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous devons parler d'une seule voix. Les 27 États membres et les 3 institutions, le mot clé dans les prochaines semaines, c'est l'unité. Mais si les Britanniques ont été si sensibles aux mensonges des Brexiteurs, c'est parce que ceux-ci ont bien réussi à exploiter leur peur de la mondialisation, des sociétés ouvertes, de la migration. C'est donc avant tout en répondant à ces peurs, en sécurisant l'avenir de nos concitoyens, que nous allons éviter que ce scénario ne se reproduise dans d'autres pays. Car ce ne sont pas que les Britanniques qui s'inquiètent pour leur avenir. Des menaces à notre sécurité semblent venir de partout en même temps. Les pays des Balkans, que l'on croyait être sur la bonne voie, mais on assiste à une escalade des tensions nationalistes et ethniques et à un recul préoccupant au niveau de l'indépendance de la justice, de la lutte contre la corruption et de l'état de droit. Les oppositions semblant souvent oublier que leur place est au Parlement et pas dans la rue. De la Turquie, où le gouvernement Erdogan balaye les fondements de la démocratie et de l'état de droit, et fomente des tensions avec la diaspora turque dans nos propres pays. Du Moyen-Orient, de la Méditerranée, où les conflits et les défaillances des États poussent des millions de réfugiés et de migrants vers nos frontières et créent des zones de non-droit abritant des camps d'entraînement djihadistes. De la Russie, qui, après avoir agressé l'Ukraine, continue à déstabiliser notre voisinage oriental, mais aussi les pays de l'Union par la propagande, la guerre de l'information, les financements aux partis populistes et extrémistes et les tentatives d'influencer les élections. De la Biélorussie, la dernière dictature d'Europe, où on emprisonne les opposants, où on piétine les droits fondamentaux. Heureusement, nos amis biélorusses, peut-être aussi grâce à notre réaction unanime, ont été libérés et sont ici avec nous. Je crois qu'on a le devoir de les applaudir très fort. C'est des combattants de la liberté. Mais nous demandons aussi la libération immédiate de tous ceux qui sont encore injustement emprisonnés dans ce pays. Et enfin, les menaces viennent aussi de l'intérieur de l'Union, où la radicalisation islamique et l'existence de sociétés parallèles créent un terrain favorable au terrorisme, menacent la cohésion de nos sociétés, s'opposent fondamentalement à des valeurs fondamentales telles que la séparation de l'Église et de l'État, la liberté de religion et d'expression et surtout l'égalité entre hommes et femmes. Face à ces menaces, la réponse ne peut être qu'européenne. Aucun pays ne peut tout seul sécuriser l'avenir de ses concitoyens.
Mais ensemble, nous le pouvons. Wir brauchen eine echte europäische Außen-, Sicherheit- und Verteidigungspolitik. Erstens müssen wir die finanziellen Mittel sicherstellen, um unsere eigene Verteidigung zu garantieren. Dafür müssen wir unsere budgetären Verpflichtungen einhalten und gleichzeitig unsere Ressourcen bündeln, um mehr mit den verfügbaren Mitteln zu erreichen. Außerdem müssen wir die Verteidigungsmärkte integrieren und die Kooperation in Forschung und Entwicklungsbereich stärken. Wir schulden dies nicht Präsident Trump, sondern wir schulden dies den europäischen Bürgern. Die transatlantische Partnerschaft und die NATO bleiben für uns natürlich von grundlegener Bedeutung. Die USA waren immer ein wichtiger Verbündeter und werden dies für Europa auch immer bleiben, da wir die gleichen Werte und Interessen teilen. Aber diese Beziehung muss auf gleicher Augenhöhe basieren. Außerdem müssen wir unsere Außengrenzen sichern und unsere Bürger zu schützen. Allerdings nicht nur vor Terrorismus, sondern auch, um unsere Identität zu schützen und das friedliche Zusammenleben zu garantieren. Dafür müssen wir mehr Mittel für Frontex zur Verfügung stellen und die europäischen Grenz- und Küstenwachen stärken. Außerdem müssen wir die Zusammenarbeit mit der Herkunft- und Transitländern verbessern. Vor Ort sollen Aufnahmezentren entstehen, in denen Asylanträge gestellt werden können, sodass wir bereit dann auswählen können, wer nach Europa kommt. Gleichzeitig müssen wir kriminelle Netzwerke der Menschenhändler zerschlagen und eine Trennung von Seenotrettung und den Zugang in die EU vornehmen, um nicht den Schlepper und Menschenhändlern zu überlassen, was es nach Europa schafft. Lasst uns nicht die Leitworte unserer politischen Familien vergessen: Solidarität und Verantwortung. Solidarität unter Mitgliedstaaten und gegenüber den Flüchtlingen, aber auch vor allem gegenüber unseren eigenen Bürgerinnen und Bürgern. Letztendlich werden wir den terroristischen Bedrohungen nur durch eine verstärkte Zusammenarbeit unserer Polizei, unserer Justiz und den Geheimdiensten begegnen können, indem wir auch eine bessere Nutzung von europäischen Datenbanken sicherstellen. Mesdames et Messieurs, les Européens ne craignent pas seulement pour leur sécurité physique, mais aussi pour la sécurité de leurs emplois, de leurs retraites et surtout pour la sécurité économique de leurs enfants. L'année passée, tous les pays de l'Union, pour la première fois depuis le début de la crise, ont affiché des taux de croissance positifs, même si la situation n'est pas très rose en France, où le gouvernement socialiste n'a toujours pas réalisé les réformes nécessaires, ou en Grèce, où les problèmes n'ont pas disparu avec l'arrivée de M. Tsipras, contrairement à ce que le silence des journalistes pourrait faire croire. Nous avons parfois payé le prix fort dans les urnes, mais nous avons tenu nos promesses sur la reprise, la stabilité et la création des emplois. Nous ne devons pas pour autant baisser la garde. Nous devons continuer à travailler pour que tous les citoyens européens, sans exception, puissent ressentir les effets de la reprise et se sentir des gagnants de la mondialisation, et pour apaiser ainsi ces craintes qui font le lit des populismes. 3 sont les priorités pour y parvenir. D'abord, nous devons achever le marché unique dans les domaines du numérique, de l'énergie, mais également des marchés des capitaux pour assurer à toutes nos entreprises, surtout les PME, un meilleur accès aux investissements pour qu'elles puissent croître, demeurer compétitives et générer des emplois. Et dans ce contexte, le plan Juncker a été une grande réussite. Je me félicite de la décision de le poursuivre et encore de l'élargir. Et ensuite, nous devons promouvoir des accords de libre-échange justes et basés sur les règles,
car le commerce international n'est pas un ennemi. Il génère aussi des emplois. 1 emploi sur 7 en Europe. Et il vaut quand même mieux négocier avec nos partenaires des accords mutuellement bénéfiques, comme le CETA, que de laisser négocier avec d'autres et nous imposer par la suite des standards au rabais. Et enfin, nous ne devons pas négliger le volet social, qui est fort heureusement une priorité de la Commission, ni les politiques d'éducation, de formation tout au long de la vie pour donner à tout le monde les compétences nécessaires pour s'adapter à la mondialisation. Voici comment nous allons faire sortir aux citoyens européens que l'Europe sécurise leur avenir et celui de leurs enfants. Et bien évidemment, notre nouveau budget européen doit refléter ces priorités, se concentrer sur les domaines à forte valeur ajoutée européenne. La réflexion sur le budget, y compris la politique de cohésion, sera, avec la préparation de la campagne de 2019, une de nos priorités après le Congrès et nous y travaillerons en étroite coopération avec notre groupe au Parlement européen. All unsere Arbeit ist umsonst, wenn wir es nicht schaffen, die Kluft zwischen den Bürgerinnen und Bürgern einerseits in der Politik andererseits zu schließen. Politik muss auch glaubwürdig sein. In den vergangenen Jahren hat es in allen politischen Familien und überall in Europa Skandale der Korruption, Bestechung und der Interessenkonflikt gegeben. Die EVP ist nicht bereit, derartige Entwicklungen in unsere politischen Familien zu akzeptieren. Und vor allem verletzt ein solches Verhalten unsere eigenen Werte und Prinzipien. Für uns muss das Gemeinwohl immer im Mittelpunkt stehen. Daher wird die EVP in den kommenden Monaten zusammen mit den Mitgliedsparteien Leitlinien für ethisches Verhalten entwickeln, die für jeden in unseren politischen Familien gelten müssen. Tout cela, mes amis, c'est avant tout notre responsabilité. Et nos pères de l'Europe, nos prédécesseurs, n'ont jamais failli au niveau des responsabilités. Nous devons les assurer et nous devons les assumer. Nous sommes le parti des pères fondateurs. Nous avons hérité de leurs valeurs chrétiennes démocrates et leur attention à la personne, de leur amour pour le projet européen. Il est de notre devoir de continuer leurs œuvres et aujourd'hui, alors que nous avons tous les postes clés dans nos mains, nous avons une grande responsabilité, encore plus grande envers nos citoyens. Nos adversaires ne vont d'ailleurs pas se priver d'utiliser contre nous, lors de la campagne 2019, en nous accusant de tout ce qui ne va pas, d'ici et là, mais nous allons travailler sans relâche pour que les Européens n'aient rien à nous reprocher, mais qu'ils soient au contraire confiants que le PPE va continuer à sécuriser le futur. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous des bons débats, un bon congrès à tous et à toutes, et surtout du soutien et l'unité pour les prochains mois et pour les prochaines années. Merci de votre attention.